Je suis très heureux d'être ici pour discuter d'alimentation, ce que j'ai déjà traité dans ce salon, mais il y a quelque temps, peut-être 2015 si je ne me trompe pas. Et donc on va tout de suite... Ok, mes conflits d'intérêts. Donc, tout de suite pour vous dire la complexité quand on s'intéresse à la question de la nutrition. La nutrition fait partie d'une série de expositions, on les appelle avec un jargon de chercheurs, qui sont les facteurs de l'environnement auxquels l'individu au cours de sa vie est exposé et qui vont agir sur son organisme, ses processus endogènes, l'inflammation, le métabolisme, son microbiote, pour exercer à leur tour une pression sur les gènes qui sont transcrits. Et tout ça va déterminer si au cours de la vie, on va rester en bonne santé ou tomber malade. Une fois qu'on est tombé malade, comment notre maladie va évoluer ou répondre au traitement. Donc vous voyez, c'est dans ce réseau hyper complexe que se situe l'alimentation, laquelle on est exposé depuis la naissance. Donc il y a des éléments, malgré la complexité, pour penser que l'alimentation puisse avoir un rôle important dans les maladies immunitaires, pour des différentes raisons. Ces interactions entre l'environnement et l'individu se fait ou ça se fait sur la peau et ça se fait sur ce qu'on appelle les muqueuses orales, intestinales, respiratoires. Il y a cette rencontre et la muqueuse intestinale est très importante parce qu'elle doit surveiller vraiment tout ce qui passe, tout ce qui ne passe pas, avec un tri très 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 sélectif. Et c'est pour ça que la grande majorité des cellules du système immunitaire sont dans le tube digestif. Et donc la nourriture peut agir directement sur ces cellules du système immunitaire ou peut agir aussi de façon indirecte sur tous les micro-organismes qui habitent notre intestin, qu'on appelle le microbiote actuellement. Alors, donc quels sont les acteurs? Les acteurs sont l'alimentation, ce qu'on introduit, les germes du microbiote, cette barrière de l'intestin qui doit être, c'est une sorte de filtre entre le monde intérieur et extérieur, et le système immunitaire. Donc, ce qui est conçu actuellement, c'est que certains régimes, comme le régime dit occidental, riche en aliments pro-inflammatoires, peut agir sur le microbiote, altérer sa diversité et finir par altérer la perméabilité de l'intestin qui devient plus perméable, et ceci va activer les cellules du système immunitaire, que chez des individus prédisposés, cette activation peut devenir chronique et aboutir à un état de maladie. Au contraire, si on introduit de la nourriture riche en certains éléments comme les fibres solubles, comme certains polyphénols qui vont agir sur la diversité du microbiote, vont sélectionner des bactéries qui produisent des substances anti-inflammatoires, la barrière reste bien imperméable et le système immunitaire est tranquille. C'est un modèle un peu simpliste, mais on va voir qu'il y a pas mal de données en faveur de cette hypothèse. Donc après, quand on parle d'alimentation, pour rajouter une autre couche de complexité, on parle de quoi? On parle d'un aliment. Chaque aliment pourrait avoir un rôle plus ou moins pro-inflammatoire, anti-inflammatoire. Ou bien on parle de pattern. Pattern, c'est évidemment, on ne mange pas qu'un seul aliment. Et donc, on a tendance, si on privilégie certains aliments, à en privilégier aussi d'autres. Et donc, avoir ce qu'on appelle un comportement alimentaire qui peut être résumé par des patterns alimentaires. Ça, c'est la pyramide du régime méditerranéen. Et on peut aller voir à l'intérieur de ces différents aliments qui sont plus ou moins représentés. Plus on est vers la base, plus cet aliment est introduit, plus on est vers la pointe, moins ces aliments sont introduits. Il y a des aliments qui sont anti-inflammatoires, des aliments qui sont pro-inflammatoires. Mais comment on décide qu'est-ce qui est pro et qu'est-ce qui est anti-inflammatoire? Quels sont nos outils pour étudier le rôle de l'alimentation? Il y a trois types d'approches. Une, c'est l'approche purement expérimentale, les modèles animaux et les cellules. Mais il est difficile d'extrapoler ces résultats à ce qui se passe chez l'homme. C'est pour ça que la plupart des scoops qu'on lit sur la grande presse sont souvent issus de recherches de laboratoire. Donc sur les cellules, ça marche très bien, c'est très antioxydant, c'est très protecteur, et in vivo, ça ne fait rien. Ou bien on peut observer des populations, c'est les études dites épidémiologiques, on les observe et on voit qui tombe malade selon ce qu'ils mangent.
Mais là, évidemment, c'est difficile d'établir si ce qu'il mange, c'est la cause. Ou bien parce qu'on est dans cette complexité d'interaction que je vous ai montré tout à l'heure. La dernière approche, c'est effectivement que ce soit le médecin à justement donner la nourriture comme si c'était un traitement, donc un véritable essai clinique. Et ce sont des études très difficiles à mener en nourriture, et donc la qualité de ces études n'est jamais très bonne, ne serait-ce que pour le fait qu'il est difficile de se nourrir de quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc il manque l'une des règles de base de la bonne qualité d'études, qui est le double aveugle. Et d'autres façons par lesquelles l'alimentation peut conditionner notre état de santé, c'est l'action sur la composition corporelle. On sait que l'obésité, l'excès de tissu adipeux, c'est un tissu pro-inflammatoire, notamment l'obésité viscérale, de tour de taille qui augmente. C'est un tissu pro-inflammatoire qui induit un état inflammatoire à bas grade, qui peut aussi favoriser la survenue de maladies inflammatoires et aussi l'échec de réponse au traitement. Quand on va regarder le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde, ça c'est une étude qu'on appelle une méta-analyse. On prend des différentes études de qualité similaire et on les cumule pour voir un effet plus important. Et on voit que le risque de faire une polyarthrite rhumatoïde est augmenté quand on est en surpoids et encore plus quand on est obèse. Donc, on ne tombe pas malade du jour au lendemain, comme on l'a vu, donc on s'expose au cours de la vie, et on tombe progressivement malade. Pour la polyarthrite rhumatoïde, des différentes étapes ont été décrites, mais c'est la même chose aussi pour d'autres maladies, donc qui partent du fait d'avoir une prédisposition génétique. Ensuite, on développe une auto-immunité qui est juste dans le sang, mais sans maladie. Ensuite, des symptômes articulaires sans gonflement, sans arthrite, et finalement, la véritable maladie. Donc, on peut imaginer que ces facteurs environnementaux sur lesquels, une fois identifiés, on pourrait agir, pourraient être des facteurs qui font progresser vers l'étape d'après, ou bien empêcher cette progression. Et l'autre chose, une fois qu'on a développé la maladie, ces facteurs pourraient l'aggraver ou l'améliorer. Donc, ça, c'est la pyramide du régime méditerranéen que vous voyez un peu conseillé partout. Pour quelle raison? Parce que déjà, c'est un régime qui s'est plus ou moins sélectionné d'un point de vue évolutif. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, d'imposé, de créer. Parce qu'il est riche d'aliments qui sont considérés anti-inflammatoires, comme les acides gras polyinsaturés, comme les polyphénols, comme la fibre alimentaire soluble, et pauvre en nourriture pro-inflammatoire, comme le sel, comme les produits raffinés. Et donc, quand on va regarder les études qui ont étudié la question du pattern alimentaire, on voit que quand on s'alimente de façon plus ou moins régime méditerranéen, vous voyez ici, ils ont mis un score, plus on mangeait d'aliments que vous voyez ici sur la droite, et moins sur votre gauche, et ici sur la droite, et moins on mangeait d'aliments en rouge, plus on avait un score de bonne alimentation. Et si on avait un bon score, on réduisait de 40% le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde chez les infirmières américaines. Comme on a dit, c'est compliqué, il y a des interactions complexes. Dans le même type d'études, ils sont allés encore plus loin. Ils ont créé une sorte de score de virtuosité. Score de virtuosité qui disait non seulement c'est l'alimentation qu'on a vu tout à l'heure avec ce score d'alimentation, mais aussi le fait d'avoir un poids normal, de ne jamais avoir fumé, d'avoir une consommation modérée d'alcool et de faire de l'activité physique. Parce que si on a tout, on est à score 5. Et si on est un seul de ces quatre, de moins en moins. Et donc on voit que si on a un score élevé, plus on va vers un score élevé, moins on a un risque de faire une polyarthrite rhumatoïde. Donc, on a des patterns, mais on a aussi des aliments sur lesquels il faut peut-être être particulièrement vigilant parce qu'ils ont une action immunomodulatrice assez importante. Et là, j'attire votre attention sur le sel. Le sel qui a été introduit d'abord dans l'alimentation pour conserver les aliments. Ensuite, l'industrie alimentaire s'en est appropriée. Et donc, par rapport à un besoin que nous avons de sodium de 1,5 g qui nous sert pour survivre, on a des alimentations occidentales avec des produits ultra transformés pour lesquels on peut atteindre jusqu'à 9, 12, même 15 grammes de sodium par jour. Donc, tout ceci pose probablement un problème parce que le sodium a toutes les caractéristiques pour entrer dans le schéma de ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait,
il va altérer le microbiote et il va réduire les microbes anti-inflammatoires, il va augmenter la perméabilité intestinale et il a aussi une action directe très puissante sur les cellules du système immunitaire pour les activer. Et quand on va regarder les études de population, on voit que dans cette cohorte suédoise, que quand on fume, au fur et à mesure qu'on prend plus de sel, vous voyez les 3 degrés de consommation de sel dans lesquels ils ont divisé la population, si on consomme beaucoup de sel, on a un risque très élevé. Si on n'en consomme pas, même si on fume, on a le même risque de ceux qui ne fument pas. Donc, vous savez, le tabac est le facteur de risque le plus important connu pour la polyarthrite rhumatoïde. Ces facteurs sont intriqués entre eux, mais ils peuvent justement avoir une action qu'on appelle synergique. Et l'autre substance à laquelle il faut faire beaucoup attention, l'autre famille de substances, ce sont les acides gras. Les acides gras, il y en a de plusieurs sortes, de saturés, insaturés. Parmi les insaturés, on parle de monoinsaturés, l'huile d'olive, l'avocat, tout ça. Les polyinsaturés, les oméga 3, les oméga 6, dont tout le monde a entendu parler. Et après, il y a les acides gras saturés, qui sont un peu pro-inflammatoires, pas tant que ça, mais c'est surtout une question de quantité. Mais surtout, il y a des acides gras qui sont totalement délétères, qui ont été créés par l'homme au XXe siècle. Ce sont les acides gras poly- et monoinsaturés trans. Donc ça, c'est totalement artificiel. Le corps ne sait pas quoi en faire. Et donc, on l'accumule. On l'accumule dans les artères, dans le foie, dans le tissu adipeux. Et déjà, en 1999, l'Association des cardiologues américains, qui n'est jamais si radicale que ça, avait dit le contenu idéal du régime acide gras trans, c'est 0. Et pourtant, il suffit de voir de la nourriture transformée, on se remplit de ce type d'acide gras. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'au cours du dernier siècle, il y a eu une modification du comportement alimentaire. Ces acides gras trans ont fait leur apparition. Les acides gras oméga 3 se sont progressivement réduits parce que c'est très très difficile de les conserver dans la nourriture transformée parce qu'ils sont très fragiles. Les acides gras oméga 6 qui sont nécessaires aussi proportionnellement ont augmenté et donc on se retrouve avec des rapports entre les acides gras oméga 6 pro-inflammatoires et oméga 3 anti-inflammatoires qui sont par rapport à un rapport idéal de 1 à 4 à des chiffres qui vont entre 10 et 40 comme vous pouvez le voir. Alors, chez les sujets qui ont un risque de polyarthrite rhumatoïde, il y a des études qui ont montré que les fameuses progressions du risque génétique à l'auto-immunité, de l'auto-immunité aux douleurs ou des douleurs à la polyarthrite rhumatoïde peuvent être ralenties par le fait d'avoir un contenu élevé en acides gras oméga 3. Après, on pourra en parler, il y a des distinctions à faire. Mais en revanche, quand on essaie de supplémenter la population générale, il y a cette étude qui a été faite aux États-Unis, s'appelle Essai Vital. Ils ont pris 25 000 sujets, ils les ont supplémentés en vitamine D ou en acide gras oméga 3, les deux, ou bien un placebo, et ils ont regardé qu'est-ce qui se passait. Le risque notamment de développer des maladies auto-immunes. Là, c'est une étude interventionnelle, on est intervenu sur une population très très grande. Et donc, ce qui arrive, c'est que la vitamine D semble avoir, même en population générale, un effet de réduction de l'apparition de maladies auto-immunes. Les oméga 3 n'atteignent pas un effet significatif. Donc, probablement, des sujets ciblés peuvent bénéficier de ça. Tout le monde n'a pas peut-être suffisamment n'a pas les mêmes effets positifs. Après, on pourrait discuter de la dose, de plein d'autres choses. Mais une fois qu'on a la maladie, qui est peut-être la question, qu'est-ce qu'on va faire? Le problème, c'est justement qu'il y a une disperception entre patients et médecins de l'importance de la nourriture. Les patients ressentent l'alimentation comme très très importante. Donc vous voyez qu'au moins 1 sur 5, au moins 1 sur 4 ont des comportements d'évitement alimentaire, dont souvent ils ne partent pas avec leur médecin et donc ils se retournent plutôt vers des régimes, dont certains très très populaires, qui pourraient avoir un rationnel scientifique, mais qui cependant n'ont jamais été testés d'un point de vue expérimental. Et tout ceci bien souvent, pas des conseils des médecins, mais de ce qu'on tire des réseaux sociaux, de l'entourage, etc. Donc il y a un vrai problème
qui peut créer vraiment une véritable faille entre le médecin et le patient, ou le patient et le médecin, et qui finalement va être délétère pour tout le monde. Donc, vous savez, je crois que Jérémy Selam vous en a parlé, qu'il y a 3 ans, nous nous sommes réunis entre rhumatologues experts de nutrition et nous avons formulé les premières recommandations sur le régime dans la gestion des rhumatismes inflammatoires chroniques. On a été la première société savante à faire ça au monde, et avec un groupe multidisciplinaire où aussi des patients de votre association ont participé. Et donc, tout ceci sert effectivement à se réapproprier d'une vision scientifique de l'alimentation et faire en sorte de renforcer l'alliance entre le médecin et le patient, pour faire en sorte de profiter de la nourriture et de discuter de quelles sont les données scientifiques. Donc on s'est basé sur les données scientifiques plus importantes, plus fortes. Ce qui ne veut pas dire que si pour l'instant certaines recommandations ne prennent pas en compte certains régimes, ça ne pourra pas être le cas dans le futur. On va voir. Donc le premier concept que je pense que c'est le plus important, c'est que la nourriture doit accompagner le traitement pharmacologique, ne doit pas le remplacer. D'où l'importance qu'il n'y ait pas de fracture entre médecin et malade. Parmi les conseils généraux, la perte de poids quand on est obèse, c'est très important. Effectivement, tous les paramètres par lesquels nous on juge l'activité de maladie sont aggravés par l'obésité. La réponse au traitement est réduite par l'obésité, la consommation de médicaments est augmentée par l'obésité, le bien-être général est aggravé. Attention cependant, cette perte de poids doit être faite avec un accompagnement parce qu'il est hyper important que l'amaigrissement ne s'accompagne pas d'une perte de masse maigre, de perte de muscle, parce que les rhumatismes inflammatoires, l'inflammation grignotent le muscle, réduisent la masse musculaire, et la masse musculaire est tout aussi importante que le fait d'avoir pas beaucoup de masse grasse. Et si on va regarder les traitements anti-TNF, dans le rhumatisme pso, spondylarthrite et surtout pour les arthrites rhumatoïdes, quand on est obèse, le risque d'échec de ce traitement est multiplié par 2. Donc, la même personne a un risque doublé s'il est obèse d'échec thérapeutique. Alors, je pense que cette diapositive est complètement inutile parce que je crois que dans la salle, tout le monde sait exactement où on trouve le gluten. Dites-moi si quelqu'un qui a pris quelque chose de cette diapositive lève la main. Voilà, tout le monde sait. Bah, c'est bien, une seule personne. On a eu une question à ce sujet précédemment. Donc, ouais. Bon, voilà. Donc tout le monde sait où on trouve le gluten. Est-ce que tout le monde connaît les FODMAPs? Qui ne connaît pas les FODMAPs, lève la main. Ah bah, il y en a quelques-uns quand même. Alors, voilà. Donc, vous savez bien qu'il existe la maladie cœliaque. Hein. C'est une véritable réaction immunitaire vis-à-vis de la protéine gluten, qui est une protéine de certaines céréales. Mais il y a aussi tout l'énorme monde de l'intolérance, soi-disant, au gluten, des gens qui mangent des aliments riches en gluten et qui sont malades. Alors, le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de véritable réaction au gluten. Quand on cherche les anticorps anti-gluten, on ne les retrouve pas chez ces patients. Mais il y a dans ces mêmes aliments des aliments qu'on appelle les FODMAPs, qui sont des sucres oligos, dits ou monosaccharides, qu'on retrouve dans les céréales, dans certains fruits et légumes, dans le lait et dans certains fromages frais. Et donc, ce sont des saccharides que certains d'entre nous n'arrivent pas à digérer correctement. Ils vont rester dans l'intestin, ils vont être fermentés par les bactéries, donc on a production d'eau, production de gaz, diarrhée, et mal au ventre et tout ce qu'on connaît et qu'on associe souvent à l'intolérance au gluten. Il n'y a pas eu d'études sur les FODMAPs en rhumatologie. Il y en a eu dans le syndrome du côlon irritable, des gens qui arrêtaient le gluten et qui réintroduisaient le gluten et les FODMAPs et qui réintroduisaient les deux sous forme de barres où les gens ne pouvaient pas savoir s'ils réintroduisaient des FODMAPs ou du gluten. On réintroduisait le gluten, il ne se passait rien. On réintroduisait les FODMAPs, il y avait exactement les symptômes attribués à l'intolérance au gluten. Donc, est-ce qu'on recommande un régime sans gluten dans la gestion des rhumatismes inflammatoires? Non. Mais ne pas recommander ne veut pas dire qu'on l'interdit. D'accord? Si quelqu'un trouve qu'il est bien sur un régime sans gluten, mon avis, c'est de l'accompagner, de rester avec lui, mais de le prévenir aussi de certains aléas.
notamment que la qualité nutritionnelle des aliments sans gluten n'est toujours pas très bonne, que ce sont souvent des aliments hyper transformés, qui coûtent très cher, et le fait de manger différemment par rapport aux autres, s'il n'y a pas un réel bénéfice, il y a un risque aussi d'isolement social. Donc voilà les données sur le gluten. D'autres régimes d'exclusion sont, évidemment, là on élimine le gluten, ou bien on élimine la viande ou le lait, et donc toutes les différents régimes végétariens. Là il y a une erreur. Donc les régimes végétariens végétaliens, on les conseille, on ne les conseille pas, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que ça veut dire juste que la littérature actuellement ne montre pas un effet clair de ce type de régime. Il y a eu quelques effets transitoires, mais dans des études qui ne sont pas de bonne qualité. Mais cependant, on peut là aussi accompagner quelqu'un qui veut faire une alimentation végétarienne. Vous voyez les différents types de végétarisme, mais il faut prévenir et prendre en charge les carences alimentaires potentielles que ces régimes peuvent engendrer. Et après, il y a l'élimination de tout, le jeûne. Voilà. Le jeûne est vraiment enraciné dans l'histoire de l'homme. Vous voyez, culturellement, ça a eu des valences religieuses, mais aussi, on en redécouvre l'importance aussi scientifique. Le jeûne exerce des effets métaboliques et aussi des effets très profonds sur les cellules immunitaires. Le problème étant que ces effets sont transitoires. Et donc, on n'a pas encore de protocole qui intègre correctement la pratique du jeûne dans la gestion des rhumatismes inflammatoires. Mais il y a des données très prometteuses, on pourra en parler au moment de la discussion. Donc, quelqu'un qui souhaite éliminer la viande, qui souhaite éliminer tout, faire du jeûne aussi, là, il faut aussi que ce soit strictement encadré. Et l'élimination des produits laitiers, c'est exactement la même chose. Les études ne montrent pas de bénéfice de l'élimination des produits laitiers, même si c'est quelque chose que les patients rapportent très souvent, surtout dans les spondyloarthrites. Les réintroductions alimentaires, quand il y a eu une éviction dans les études, ne montrent pas de problème sur l'activité de maladie. Mais là, on revient aussi au FODMAPs, on revient aussi au sens de bien-être général quand on consomme des produits laitiers. Et là aussi, l'idée, c'est d'accompagner vers probablement l'utilisation de laitages fermentés qui ont un bénéfice pour la santé. Et si vraiment les produits laitiers n'intéressent pas notre patient, au moins s'assurer qu'il y ait un apport en calcium suffisant. Qu'est-ce qu'on conseille? On conseille, comme on l'a dit, le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, c'est un régime pour lequel il y a des preuves scientifiques d'efficacité et aussi sur d'autres paramètres, notamment les paramètres métaboliques et cardiovasculaires, que vous savez, c'est une comorbidité importante des rhumatismes inflammatoires. Et un régime méditerranéen permet aussi d'avoir un apport modéré en sel, car là aussi, quand on va voir les patients, c'est une étude japonaise, ils ont pris plus de 400 polyarthrites rhumatoïdes, ils ont mesuré l'élimination urinaire de sodium, et plus on élimine de sodium, plus la maladie elle est active, plus il y a d'hypertension. Donc vraiment, si on pouvait réduire au moins un tout petit peu la consommation de sel, ça serait bien pour tout le monde. On veut se supplémenter, et quels sont les suppléments qui ont de la littérature derrière? Les acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3, il y a plein d'études, certains de qualité moyenne, mais d'autres de bonne qualité, qui montrent qu'en effet, il y a un effet des acides gras oméga 3 pour la réduction notamment des douleurs et des symptômes subjectifs de maladie. Certains, sur l'inflammation, c'est beaucoup plus contradictoire. Et cette étude montre, à mon avis, l'approche idéale. C'est une étude australienne dans laquelle des patients, là ils sont beaucoup plus attentifs à l'argent, donc ils ne mettaient pas de biothérapie, ils commençaient par le méthotrexate et rajoutaient, si le méthotrexate ne suffisait pas, un deuxième d'IMAX, un troisième, jusqu'à un quatrième, et on arrivait comme ça à contrôler l'activité de maladie. On sait, hein, c'est un peu toxique, mais ça le fait. Et donc, une moitié des patients prenaient des acides gras oméga 3, 5 grammes par jour, et une moitié prenaient juste un placebo. Et donc, quand on faisait cette escalade thérapeutique, la probabilité d'avoir une rémission, si on prenait aussi des oméga 3, était 2 fois plus importante, et la probabilité d'échec réduite de 2/3. Donc, c'est exactement l'approche qu'il faut adopter, à mon avis,
d'utiliser l'alimentation comme une façon de faire mieux fonctionner le traitement. Si on ne veut pas supplémenter, on peut introduire suffisamment de poissons dans la nourriture, surtout le poisson gras. Alors, après, il y a le problème, notamment de la pollution des mers, des métaux lourds et des PCB qui sont aussi un gros problème. Donc, privilégier les poissons qui ne sont pas trop gros, hein, les sardines, les maquereaux au maximum, hein, ils accumulent moins de métaux lourds. Et vous voyez, 100 grammes de maquereau apporte exactement ce qu'on conseille en termes de supplémentation d'oméga 3 par jour. Les huiles, on va en parler tout à l'heure. Et on termine, pour laisser un peu de place à la discussion, avec d'autres recommandations négatives. Alors, il y a pas mal de littérature sur les vitamines. Aucune vitamine n'a montré d'efficacité dans le contrôle des rhumatismes inflammatoires. Aucune. Il y a des données intéressantes sur les probiotiques, les prébiotiques. J'espère avoir des questions là-dessus. Mais pour l'instant, la quantité d'études n'est pas suffisante pour pouvoir les recommander. Mais c'est des pistes hyper intéressantes. On verra des choses apparaître dans les années à venir. On en voit déjà. Et c'est la même chose pour certaines épices, comme le safran, la cannelle, le gingembre. On montrait aussi dans des études de bonne qualité quelques effets. Cependant, chaque épice a une seule étude derrière. Donc sur une seule étude, on ne s'est pas senti de recommander. Mais c'est là aussi, c'est des pistes intéressantes dont on pourrait parler. Voilà, donc je pense que je vais conclure pour laisser de la place, parce que voilà, pour résumer ou pour le dire différemment, il faut que le médecin et le patient discutent d'alimentation. Il y a des recommandations sur lesquelles s'appuyer, des positives, des négatives. Quand les recommandations sont négatives et le patient voit un bénéfice, l'accompagner et essayer de limiter les carences et encadrer l'alimentation dans toute une approche générale qui est ne pas arrêter le traitement de fond, privilégier un mode de vie sain, l'activité physique et se faire accompagner par des spécialistes quand c'est nécessaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur Semerano. Cet exposé est passionnant et il répond à beaucoup de questions que nous, malades, nous posons. Et puis c'est intéressant que vous repreniez les recommandations de ce groupe de travail sur l'alimentation. Moi, j'ai une question par rapport à l'obésité. On sait qu'elle... Je vais peut-être prendre le micro là-bas. Pardon ? Oui, mais mettez-vous là, bien sûr. Voilà, on sait que l'obésité joue un rôle dans l'activité des rhumatismes inflammatoires chroniques et même sur l'efficacité des traitements. Et en même temps, on voit de plus en plus que l'obésité n'est pas liée qu'à une question d'alimentation, qu'il y a tout un tas d'autres paramètres qui interviennent. Donc pour les malades qui sont en situation d'obésité, qu'est-ce qu'on peut leur recommander dans ce cas-là ? Mais comme on le disait, c'est de la prise en charge multidisciplinaire. On peut pas bricoler. On peut pas bricoler sur ça. C'est facile d'en arriver à l'état d'obésité. Oui. Il suffit un petit glissement d'habitude de vie qui s'accumule au cours du temps. Évidemment, tout ça, c'est l'effet du temps et on ne peut pas revenir en arrière rapidement, et surtout, comme je le disais, en bricolant. Donc, il faut s'appuyer sur des nutritionnistes ou des diététiciens, c'est sûr, associer une activité physique et contrôler l'activité de maladie par les traitements aussi. Ça, c'est très important. Après, il y a obésité et obésité. L'obésité à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est l'obésité truncale, c'est le tour de taille qui augmente. L'obésité dite gynoïde autour des flancs des cuisses pour les femmes, c'est beaucoup moins dangereux, voire même ça serait protecteur vis-à-vis du risque cardiovasculaire. Donc, je pense que là aussi, il faut un peu réfléchir au cas par cas. Il y a des gens qui sont obèses et qui sont très très bien. Et après, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, l'obésité, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment bien compris, parce qu'en même temps, il y a pas mal d'études qui montrent que les sujets obèses ont plus de symptômes, ont plus d'activité, mais probablement détruisent un peu moins les articulations.
D'accord. À mon avis, tout ça dépend du fait que certains sujets obèses gardent quand même une bonne masse musculaire. Et ça, c'est l'autre chose sur laquelle il faut être vraiment vigilant, c'est de maintenir la masse musculaire. Pourquoi pas par des exercices en charge, hein. Il faut un apport protidique suffisant et des exercices en charge, c'est hyper important. Ce qui a été montré, c'est qu'il y a un changement assez rapide de la composition corporelle, notamment dans la protection motrice, ça a été plus étudié. Et c'est que le poids ne change pas, mais ce qui change, c'est la composition. C'est la répartition, exactement, le pourcentage de masse grasse et masse maigre. Et ça, il faut vraiment faire attention à ça. Dernière chose, parfois les traitements aussi peuvent être responsables d'une prise de poids. Les anti-TNF peuvent faire prendre du poids, probablement du muscle au départ, mais du gras après, de la graisse après. Et les inhibiteurs de JAK aussi. Les inhibiteurs de JAK, surtout de première génération, sont associés à une prise de poids. Donc il faut rester vigilant, donc, oui, savoir quand on que... prend ces traitements... Évidemment, je ne parle pas de la cortisone. Oui, je bien pense sûr. que tout le monde sait ça. Oui. Quoique, il y a eu une étude qui a été montrée récemment qui chez des sujets de plus de 65 ans, une corticothérapie à 5 mg avait fait prendre du muscle. Donc c'est voilà, parfois, donc c'est comme vraiment chez les délicat. Sportifs. Pas chez les sportifs, mais probablement chez des sujets qui avaient beaucoup d'inflammation, et ça pouvait apporter un bénéfice dans ce sens-là. D'accord, merci pour ces éclaircissements. On va passer aux questions. Alors, madame. Merci. Alors, j'ai une question concernant les suppléments comme la curcuma, les piments noirs qui est vendu chez Naturalia par exemple. Est-ce que ça peut être vraiment un problème si on consomme ça et on prend nos médicaments contre la polyarthrite? Est-ce qu'il y a un problème? Alors, ça dépend des suppléments. Non, je ne vois pas de problème à la base. Alors, c'est intéressant, vous parlez de la curcuma, qui est notamment le supplément alimentaire le plus utilisé au monde. Et il y a eu une étude qui n'a pas encore été publiée, mais qui a été communiquée au dernier congrès américain, une étude de très très bonne qualité, faite par des Indiens, une étude parfaite, qui a utilisé ce type d'approche, des gens qui avaient atteint la rémission, maladie complètement en rémission pour l'arthrite rhumatoïde, et qui commençaient à espacer le traitement, à le prendre moins souvent, avec le but final, évidemment, d'arrêter, mais en tout cas d'espacer. Une moitié d'entre eux prenaient des suppléments de curcuma, très efficaces parce qu'ils mesuraient le taux de curcuminoïdes dans le sang. Donc, c'est toujours le problème avec le curcuma, on dit que la sorte pas, ça c'était bien absorbé. Donc, une moitié prenait de curcuma, une moitié ne prenait pas. Et donc, le critère sur lequel ils étaient jugés, c'est est-ce qu'on arrivait à mieux espacer si on prenait de la curcuma? La réponse était non, c'était complètement négatif sur une étude de qualité absolument inhabituelle dans le domaine de la nutrition. Donc, ça n'a donné aucun effet, la curcuma. Alors qu'il y a eu, même si avec des designs différents, des études sur l'ail, sur le gingembre, sur la cannelle, qui ont montré des effets bénéfiques, des effets bénéfiques au moins dans des études. Alors, comme on l'a dit, une étude positive n'est pas suffisante pour dire que ça ne marche pas, que ça marche. Une étude négative, peut-être un peu plus, parce que surtout quand il s'agit d'une étude de cette taille, avec ce nombre de sujets, avec ce design bien fait, honnêtement, je pense que c'est quasiment le mot final sur le curcuma dans les rhumatismes inflammatoires, hein, actuellement, pour ce que... Je pense qu'on dépense son argent pour rien. S'il faut prendre des suppléments, plutôt les oméga 3. Les oméga 3, au moins, ont derrière de la littérature. Et après, pourquoi pas varier? L'ail, c'est pas mal, le poudre d'ail. La cannelle a aussi des effets dans le diabète, des effets carrément pharmacologiques sur la baisse de la glycémie. Donc voilà, de varier un tout petit peu. Alors, la vitamine D, c'est intéressant. Alors, quand on la donne dans la maladie avérée, on n'a aucun effet, il paraît. Et c'est toute une longue histoire avec la vitamine D. Probablement, ça dépend toujours sur quelle population on agit. Probablement, sur une population fortement carencée, on arrive à prévenir des survenues de maladies.
les données sur une maladie avérée à laquelle on donne de la vitamine D, il n'y a pas d'effets qui ont été montrés de façon claire. En revanche, on sait que sur toutes les variables qui sont la santé osseuse et tout ça, le fait d'avoir un bon taux de vitamine D, c'est conseillé. Donc, je pense en tout cas, quasiment tous nos patients ont des bons taux de vitamine D. Ils sont quasiment tous supplémentés pour une raison ou pour l'autre. Donc, en rhumatologie, normalement, on s'occupe de la vitamine D. Voilà. Vous parlez des oméga 3 là, Oui. Et vous vouliez parler des huiles. Est-ce qu'il y a certaines huiles qui sont plus riches en oméga 3 que d'autres ou... Alors, le problème, c'est que donc, il y a beaucoup d'huiles qui ont des acides gras, même végétaux qui ont des acides gras oméga 3, hein, l'huile de lin par exemple, l'huile de noix. Le problème, c'est que les oméga 3 d'origine végétale ont ce qu'on appelle une chaîne aliphatique, ça s'appelle, qui est courte. Ils sont courts d'un point de vue chimique. Et donc, pour exercer leur fonction biologique, il faut qu'ils soient longs. Il faut qu'ils aient au moins 20 atomes de carbone. Et ces acides gras à chaîne longue, on les retrouve tout fait que dans le poisson et dans les fruits de mer. On a la capacité de allonger cette chaîne, mais c'est extrêmement variable selon les individus, très inefficace chez certains. Donc, comme en plus, ce n'est pas des huiles très très bonnes à goûter. Voilà, donc c'est le colza, l'huile de colza, tout ça, il y a beaucoup d'huile de colza qui est vendue partout. Pourquoi pas, c'est pas mal, mais attention, tout ce qui est oméga 3, c'est très très fragile, et donc on ne peut pas les utiliser comme huile de cuisson. Et tant qu'à faire, si on doit se supplémenter, moi je conseille plutôt de se supplémenter en acide gras à chaîne longue plutôt qu'à chaîne courte. Donc c'est des suppléments qu'on trouve en pharmacie, ceux Oui, dont vous parlez. oui. D'accord. Oui, Okay. maintenant il y a une assez bonne qualité des suppléments, on peut se faire conseiller, il y en a pas mal qui sont de bonne qualité. Après, voilà, après c'est une question de prix. Malheureusement, ce qui est bon coûte un peu plus cher, mais parfois il y a des huiles de très bonne qualité qui ne coûtent pas énormément cher. Ok, merci. Une autre question ? La conférence est filmée, donc elle sera en ligne sur le site internet. Désolé. Attendez, on répond. Voilà, il y a une personne qui a le micro. Bonjour, merci pour votre présentation. Dans vos différents graphes, vous montriez que c'est un régime équilibré permet de ne pas faire apparaître la polyarthrite rhumatoïde. Mais c'est ce qu'on espère. Une fois qu'on a en fait la maladie et qu'on a un régime équilibré, bon, avec quelques écarts, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'alimentation qui permet de limiter l'activité inflammatoire ? Alors, ce qu'on a vu, c'est justement, on conseille le régime méditerranéen parce qu'il y a des études justement d'activité de la maladie pour des patients mis sous un régime méditerranéen. Il y a de nouvelles études où le régime méditerranéen était associé aussi à des pratiques de méditation pleine conscience, activité physique modérée, contrôlée. Donc, ça fait partie d'une approche générale, mais on a des données assez intéressantes sur le régime méditerranéen. En fait, les recommandations, celles que j'ai montrées dans la deuxième partie de mon topo, c'était pour les gens qui ont déjà la maladie. Donc, si on doit conseiller un régime, c'est pour l'instant le régime méditerranéen. Je répète, les régimes qu'on ne recommande pas, ça veut dire juste qu'il y a un vide de littérature. Par exemple, paléo, le régime cétogène, tout ça. Probablement, on aura un jour des données. On aura des données sur le jeûne, qui est aussi probablement de faire des jeûnes périodiques de temps en temps, de 24 heures, 36 heures. Ça, il y a des données très intéressantes dans le cancer, par exemple. On arrive à affamer les cellules cancéreuses qui ont besoin de bouffer du sucre. Quand on est à jeun, on ne produit pas plus de sucre, on commence à consommer les acides gras. Et les acides gras, les cellules tumorales ne sont pas capables de les consommer. Vous voyez, donc, on sait aussi que si on conditionne un peu ce que les cellules immunitaires vont manger, elles vont se calmer. Si elles ont peu de sucre, elles changent un peu ce qu'on appelle leur phénotype, elles deviennent un peu plus régulatrices, un peu plus calmes. D'accord ? Mais tout ça, on est vraiment encore
un état très, très, très préliminaire de tout ça pour pouvoir effectivement le conseiller ou l'intégrer. Ce qui est important, c'est, à mon avis, vraiment, si on doit prendre des suppléments, les oméga 3, si on veut faire un régime d'élimination, pourquoi pas, mais il faut faire attention aux carences. Le régime méditerranéen a l'avantage d'avoir de la littérature derrière, d'être assez facile à pratiquer, parce que voilà, c'est convivial, ça n'oblige pas à vraiment limiter le type de nourriture, juste à faire des choix. Et donc, c'est aussi pratique un peu dans la vie quotidienne. Après, il y a plein de suppléments qui, probablement, dans le futur, comme je disais tout à l'heure, hein, la cannelle, l'ail. Nous, par exemple, nous avons découvert récemment une substance qu'on retrouve dans l'ail et dans les cèpes. Voilà, mais c'est très expérimental. On l'a retrouvé en faisant des études particulières des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Ils en ont moins, ils en ont, par rapport aux gens qui n'ont pas de polyarthrite, ils en ont encore moins de cet élément qu'on retrouve dans l'ail s'ils ne répondent pas au méthotrexate. Donc, probablement, c'est un marqueur de gravité de maladie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre de l'ail et que ça va avoir un effet? Ça, on ne l'a pas démontré. Voilà. C'est un peu le risque quand on parle de nourriture. Il y a des choses qui sont très belles, très fascinantes, comme ça, vu comme ça, comme hypothèse, et après en pratique. Mais je pense aussi qu'il y a une différence entre nous. Hein, chacun a des réponses individuelles aux aliments, et c'est là qu'il se joue la relation médecin-malade. Et c'est là qu'il faut voir, pourquoi pas, je vous accompagne sur ça, vous voulez éliminer, je ne sais pas quoi, les cèpes, pourquoi pas, bon, disons la viande, disons les produits laitiers et tout ça, attention que vous ayez suffisamment de calcium et tout ça, et si vous êtes mieux, qui suis-je pour vous dire d'éviter? Je veux juste que vous ayez assez de calcium. Voilà. Il y avait une question par là-bas tout à l'heure, une dame sans micro, je crois. Non? Bon, alors on va reprendre ici. Et bonsoir et merci. Bonsoir. En pharmacie, il y a des choses qui sont vendues pour la flore intestinale qu'ils appellent probiotiques. Ça, c'était la première question, qu'est-ce que leur efficacité. Et la deuxième, on parle aussi de supprimer complètement le pain. Qu'est-ce que vous en pensez? Des suppléments? De supprimer le pain. Le pain? Oui, le pain, dans quel but vous dites? Pour éliminer le gluten? Non, pour éliminer les réactions inflammatoires. Il y en a qui disent qu'il faut supprimer le pain. Alors, ça peut avoir du sens, même s'il n'y a pas de données. Alors, c'est un peu ce que je voudrais faire passer comme message. Il y a des choses qui sont très intéressantes sur le plan rationnel, qui ont derrière... le raisonnement se tient, sauf qu'on n'a pas de preuves. Donc, le pain, il a quoi? Le pain, il a surtout deux choses. Le gluten, on sait qu'il y a des individus qui ont une réaction immunitaire au gluten. C'est la maladie cœliaque. Il y a des oligosaccharides qui donnent des troubles intestinaux. Voilà, là aussi, c'est un problème. Et ça dépend. Hein. Enfin, ici, entre nous, il y a quelqu'un qui les auront, d'autres qui ne les auront pas. Et après, ce qu'il y a le pain, c'est que ça libère très, très rapidement les sucres parce que l'amidon du pain, il est digéré déjà par la salive. Donc, ce qui fait, par exemple, si on a un diabète, la glycémie, ça monte. Quand la glycémie monte, il y a une réponse inflammatoire qui s'installe. Donc, vous voyez, tout ça, rationnellement, on peut dire, bien sûr, on essaie de réduire l'apport en sucre, parce que manger trop de pain, c'est comme manger du sucre, c'est exactement la même chose. Le temps qu'il arrive dans l'estomac, c'est déjà du sucre, parce qu'on l'a digéré avec la salive, comme je disais. Est-ce que parce qu'on introduit une protéine qui est immunogène, c'est le gluten? Est-ce qu'on introduit des oligosaccharides qu'on digère mal? Vous voyez, donc moi je pense que la modération, c'est toujours la réponse dans tout ça. Après, si quelqu'un est bien sans manger de pain, pourquoi pas? Enfin, on ne meurt pas si on ne mange pas d'autres choses parce qu'on élimine le pain. Moi, je pense qu'il faut que chacun fasse un travail de recherche sur soi et qu'il en parle avec son médecin pour voir si ses choix alimentaires le posent à risque de carence. Si après, on est mieux avec un régime, pourquoi pas? Il y avait une autre question sur les probiotiques. Et pour les probiotiques, oui, justement, question hyper intéressante. Alors, il y a des études sur les probiotiques, certaines qui sont négatives, d'autres qui sont positives. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quel probiotique
faut-il proposer? Il y a une étude très très belle où en fait il donnait du lactobacille, de 3 types de lactobacille, caséine, Reuteri et un autre, avec de la fibre alimentaire, ce qu'on appelle un prébiotique, donc de la fibre alimentaire soluble, et qui, en fait, ce supplément double, on les appelle donc symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, avait un effet. Il y a d'autres études avec le lactobacille tout seul qui n'ont pas montré d'effet. Donc le problème, c'est quel probiotique utiliser. Et est-ce que... comment on va juger l'efficacité? Le problème, c'est que les probiotiques souvent coûtent aussi très très cher. Moi, je propose de tenter si on a envie de faire ça. Mais déjà, si dans l'alimentation, on introduit assez de fruits et légumes, et donc on a la fibre soluble, on va sélectionner ces bonnes bactéries à l'intérieur de notre intestin. On va rajouter un peu d'aliments fermentés comme du yaourt, par exemple, du kéfir. Tout ça, ça va cultiver une flore intestinale soi-disant anti-inflammatoire et probablement contribuer, sans besoin de rajouter des probiotiques, à améliorer cette barrière intestinale, parce que ça semble être ça le problème, d'éviter qu'il y ait une inflammation de la barrière intestinale qui pourrait potentiellement se propager, on dit à niveau systémique, dans le corps entier. Même si là aussi c'est un modèle, ce n'est pas encore strictement démontré. Merci beaucoup, professeur Semeranou. Nous allons finir les... Voilà, il est 18h15. Pardon ? Une dernière question. Alors la dernière, parce que c'est... Voilà, il est tard. Merci. Bonsoir. Le blé est connu et réputé comme étant l'un des plus puissants inflammatoires qui existent. Donc le pain, concernant la question qu'a posée cette personne, moi personnellement, quand on m'a dit cela, j'ai une polyarthrite rhumatoïde entre autres, j'ai bien évidemment supprimé le blé. Donc autrement dit, je prends du pain de maïs ou du pain de sarrasin et j'ai vu qu'en supprimant le blé, c'est-à-dire pas manger de pâtes non plus, tout ce qui concerne le blé, j'ai vu la différence, véritablement. Donc ça, je voulais quand même le signaler. Puis la deuxième chose que je voulais vous demander, c'est que concernant la micronutrition, qui est, entre guillemets, censé apporter vraiment, je dirais pas presque la guérison, mais bon, moi je suis pas très médicament, donc le premier des médicaments pour moi c'est la vie, et l'alimentation, je pense, peut aider à 90% ou même à 95% la maladie. Donc voilà, que la cortisone me suffit et je rentrerai pas dans les médicaments, méthotrexate, etc. etc. Alors j'espère me guérir comme ça. Et avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, je pense que vous allez faire des progrès énormes. Mais je voulais avoir la réponse par rapport à cela. La micronutrition et... la micronutrition, c'est quoi? Alors... Moi, personnellement, je n'ai pas. Je sais que ça coûte cher. Ce sont des médecins qui vous donnent des éléments de nutrition qui sont basés sur des recherches qui ont été faites sur la micronutrition. J'en sais pas plus, j'y suis pas allée. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de soi-disant médecins qui ont fait de la soi-disant recherche. Alors, la micronutrition, moi, désolé, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne connaissez pas. Bon, d'accord. Moi, je ne peux pas en dire plus. Mais concernant le pain, alors donc, est-ce que c'est utile ? Signaler, c'est un régime qui est en soi pas mal, là, parce qu'il est riche de nutriments anti-inflammatoires et qui conseille d'utiliser une cuisson douce pour ne pas altérer les propriétés des aliments. C'est pas mal, mais en soi, rationnellement, c'est juste qu'il n'y a pas d'études. Voilà, je répète. Alors après, si madame est bien avec le pain, sans le pain, c'est parfait. Je veux dire, il y a des éléments pour penser qu'il soit pro-inflammatoire. Évidemment, je ne peux pas du tout être d'accord avec vous sur le fait de ne pas prendre de traitement de fond. Après, ça dépend de quel type de maladie, mais voilà, c'est les progrès de la science, on ne peut pas les nier, et ils sont absolument évidents. La cortisone, heureusement que ça existe, mais on sait la cortisone, on l'a depuis les années 50, et c'est depuis, je dirais, la fin des années 90 qu'on a pu empêcher à la polyarthrite rhumatoïde de détruire.
Donc, évidemment, je répète, dans ma vision, la nourriture ne remplace pas, l'alimentation ne remplace pas le traitement médical. Ça l'aide, ça peut l'aider beaucoup, et c'est dans cet esprit qu'il faut faire les choses. Merci, professeur Semerano. En conclusion, l'alimentation, voilà, le professeur Semerano vous a donné beaucoup de clés sur des exemples d'aliments sur lesquels vous pouvez agir. Et comme il vous l'a dit, on peut tous essayer certaines choses et en tirer des conclusions à titre personnel, à condition que ça n'entraîne pas d'autres problèmes de santé, des carences en particulier, et à condition aussi de ne pas imaginer que ça puisse remplacer des traitements qui ont fait leurs preuves, là aussi du point de vue scientifique. Voilà, hein, je pense que ça... C'est un résumé excellent. Voilà. Bon, très bien. Merci à vous.